Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les indications des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles en chirurgie cardiaque. Alors, un mot d'épidémiologie. L'expérience de l'ECMO repose sur 35 années de recul et plus de 58 000 implantations rapportées. Si pendant longtemps, l'ECMO est resté centré sur des indications de défaillance respiratoire du nouveau-né, ce n'est plus le cas depuis les 10 dernières années. Les indications chez l'adulte sont en pleine augmentation, notamment les indications hémodynamiques. Au 1er janvier 2014, selon le registre de l'Extracorporeal Life Support Organization, le taux de survie chez les nouveau-nés, l'enfant de moins de 16 ans et l'adulte était respectivement de 74%, 57% et 56% sous assistance respiratoire, et de 41%, 50% et 40% sous assistance hémodynamique. Voyons les principales indications des assistances respiratoires et hémodynamiques. La première indication, c'est le syndrome de défaillance respiratoire aiguë. La deuxième indication, c'est la transplantation pulmonaire. La troisième indication, c'est le polytraumatisme. La quatrième indication, c'est la chirurgie sur poumon unique. La cinquième indication, c'est la chirurgie de réduction de volume chez le patient hypercapnique sévère. L'indication suivante, c'est la thrombectomie pulmonaire. Une autre indication, c'est le lavage alvéolaire. Alors, voyons en détail chacune de ces indications. Nous présentons ci-dessous les indications intrinsèques à la chirurgie cardiaque et au support de l'appareil respiratoire. Les indications cardiogéniques ne sont pas détaillées. Excusez-moi. Nous présentons ci-dessous les indications intrinsèques à la chirurgie thoracique et au support de l'appareil respiratoire. Les indications cardiogéniques ne seront pas détaillées. Citons parmi ces indications le choc cardiogénique, secondaire ou non à un infarctus du myocarde, post-cardiotomie ou spontanée, les myocardites fulminantes, le pont à la transplantation cardiaque ou à l'insertion de dispositifs d'assistance ventriculaire gauche et ou droit, ainsi que la dysfonction primaire du greffon cardiaque.
L'utilisation de l'ECMO véno-artériel chez un patient en arrêt cardiaque ou au cours du choc septique est sujette à controverse, respectivement du fait de pronostics extrêmement péjoratifs et de la composante vasoplégique du choc. La principale indication que nous allons voir, c'est le syndrome de défaillance respiratoire aiguë, SDRA. Le syndrome de défaillance respiratoire aiguë représente la plus large indication d'ECMO véno-veineuse. À ce jour, l'unique stratégie ayant démontré une réduction de la mortalité dans les syndromes de défaillance respiratoire aiguë est la stratégie de ventilation protectrice par faible volume. Volume courant 4-5 ml/kg et basse pression, pression de plateau inférieure à 30 cm d'eau. Néanmoins, l'ECMO est une option thérapeutique dans les cas de syndrome de défaillance respiratoire aiguë sévère réfractaire à un traitement médical optimal et ou en cas d'impossibilité d'effectuer une ventilation protectrice. Le syndrome de défaillance respiratoire aiguë sévère est défini selon la classification de Berlin par un rapport PaO2 sur fraction inspirée en oxygène FiO2 inférieur ou égal à 100 mm de mercure. Le choix entre une technique véno-veineuse et véno-artérielle s'effectue selon le statut hémodynamique du patient, tout en sachant que dans ce contexte, une instabilité circulatoire secondaire à une hypoxie et ou à une acidose respiratoire est facilement reversée par apport de sang oxygéné et décarboxylé aux artères coronaires. L'ECMO véno-veineuse a donc ici une meilleure performance hémodynamique que l'ECMO véno-artériel. L'étude contrôlée CESAR a comparé la ventilation conventionnelle à une prise en charge par ECMO. Il en résultait une diminution significative de la mortalité et de la morbidité à 6 mois dans le groupe ECMO par rapport au groupe ventilation conventionnelle, 37% versus 53%. Risque relatif RR était égal à 0,69 avec un P significatif à 0,03. Cependant, ces excellents résultats sont à pondérer par le fait que 30% des patients du groupe contrôle ne bénéficiaient pas d'une ventilation protectrice.
et que seuls 76% des patients du groupe ECMO ont nécessité un tel dispositif. Ainsi, la conclusion appropriée de cette étude est le bénéfice de la prise en charge de ces patients dans un centre de référence disposant de l'ECMO. L'essor de l'ECMO dans le syndrome de défaillance respiratoire aiguë provient également de son utilisation lors des pandémies successives de grippe A, H1N1. Les pouvoirs publics, par leurs aides logistiques, ont également contribué à la médiatisation et à la vulgarisation de cette technique. Le premier résultat de l'ECMO dans le syndrome de défaillance respiratoire aiguë associé à la grippe AH1N1 ont été publiés par des investigateurs australiens et néo-zélandais. Cette étude, réalisée sur 68 patients, présentait d'excellents résultats avec principalement une survie de 71%. Néanmoins, il semble que la technique était proposée à des patients ultra sélectionnés. Âge médian 36 ans. Une étude similaire a été réalisée sur une cohorte française et n'a pas démontré de bénéfice de l'ECMO sur la survie. Il convient que des études prospectives randomisées soient nécessaires afin d'évaluer l'ECMO dans la prise en charge du syndrome de défaillance respiratoire aiguë sévère. Les résultats de l'essai ECMO to Rescue Lung Injury in Severe ARDS, Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome sont notamment attendus. Différents scores prédictifs de mortalité par syndrome de défaillance respiratoire aiguë ont été développés, aucun ne s'impose comme référence. Deuxième indication, transplantation pulmonaire. La première ECMO rapportée dans la littérature dans le cadre d'une transplantation pulmonaire date de 1978. Le recours à l'ECMO dans ce contexte nosologique peut se réaliser à 3 temps distincts. Avant la transplantation pulmonaire, pont à la transplantation pulmonaire. Pendant la transplantation pulmonaire, support hémodynamique et respiratoire opératoire. Après la transplantation, prise en charge de la dysfonction primaire du greffon pulmonaire. La technique d'assistance mécanique utilisée dépend du type de sport nécessaire,
de l'étiologie de la décompensation respiratoire et de la pathologie initiale du patient. Nous abordons également les cas particuliers d'assistance mécanique en cas d'hypertension artérielle pulmonaire primitive, HTAP-P sévère ou de prélèvement d'organes du donneur à cœur non battant. Tout d'abord, voyons le pont à la transplantation pulmonaire. Le premier succès de l'ECMO en pont à la transplantation pulmonaire a été décrit en 1991 lors d'une retransplantation pour DPG. Jusqu'à peu, l'utilisation de l'ECMO en pont à la transplantation pulmonaire était controversée du fait de ses faibles résultats. Des études récentes issues de centres experts ont cependant décrit d'excellents résultats en termes de survie, participant à la nette croissance de cette indication. Différentes stratégies de pont à la transplantation pulmonaire existent. ECMO véno-veineuse, ECMO véno-artérielle, ECMO artério-veineuse, dialyse respiratoire, etc. L'expérience française a été rapportée par une étude rétrospective réalisée chez 36 patients. Les résultats en intention de traiter de survie à 1 an et 2 ans étaient respectivement de 55,4% et 50,4%. L'étiologie de l'insuffisance respiratoire a une influence significative dans ces résultats, puisque dans cette série, les survies étaient de 21% en cas de fibrose pulmonaire et de 71% en cas de mycoviscidose, avec une différence statistiquement significative. Parmi les stratégies possibles, il semble bénéfique de proposer aux patients éligibles à une RAEC prioritairement à la ventilation mécanique ou bien de sevrer ces patients de la ventilation mécanique prioritairement à l'ECMO. Cette stratégie permettrait de s'affranchir des risques de déconditionnement musculaire et de pneumopathie sous ventilation mécanique, tout en permettant une alimentation orale. La réalisation de kinésithérapie active, le maintien de la mobilité et de la communication, et la possibilité de participation aux prises de décision. En 2013, une étude a comparé 5 patients ayant bénéficié d'une stratégie de pont à la transplantation pulmonaire par ECMO
vigile à 4 patients ayant eu un pont à la transplantation pulmonaire par ECMO et ventilation mécanique. L'ensemble de la cohorte avait une survie de 100% à 1 an, mais les patients traités par AREC sans intubation avaient des durées de ventilation mécanique, de séjour en réanimation et de séjour hospitalier significativement inférieures à celles des patients intubés. De plus, aucun des patients vigiles ne présentait de myopathie post-greffe versus 3 chez les patients intubés. Gattimoni et son équipe, dans une étude bicentrique sur 17 patients, ont conclu que les patients dont la durée du pont à la transplantation pulmonaire était inférieure à 14 jours avaient une meilleure survie que ceux dont la durée était supérieure. Dans la même étude, les auteurs ont mis en évidence une morbidité inférieure chez les patients vigiles en comparaison aux patients intubés. Voyons la deuxième indication dans ce groupe, le support hémodynamique et respiratoire péropératoire. Le support hémodynamique et respiratoire en cours de transplantation pulmonaire peut être assuré par une technique de CEC conventionnelle ou par une ECMO véno-artérielle. L'ECMO véno-artérielle est préférentiellement centrale, utilisant les mêmes sites de cannulation que pour la CEC standard. Un soin particulier est porté à l'abouchement de la canule veineuse dans l'atrium droit afin d'éviter l'embolie gazeuse. L'utilisation de l'ECMO véno-veineuse comme support respiratoire péropératoire isolé n'a pas été évaluée. Les centres experts privilégiant une technique d'assistance respiratoire et hémodynamique, le rationnel de ce management est triple. La possibilité d'assistance circulatoire, le maintien d'une pression artérielle pulmonaire systolique per transplantation inférieure à 50 mm de mercure, la prévention de lésions pulmonaires par hyperdébit artériel pulmonaire, en particulier après implantation du premier poumon. La CEC conventionnelle constitue la technique standard. Cette technique semble présenter néanmoins un risque accru de saignement per- et post-opératoire, de syndrome de réponse inflammatoire systémique et donc de DPG. L'ECMO véno-artériel ne dispose ni de réservoir sanguin ni de lignes d'aspiration.
Ces avantages par rapport à la CEC conventionnelle sont la nécessité de doses d'héparine inférieures, une surface de contact moindre et la possibilité d'être maintenu en fin de procédure chirurgicale. Les résultats de la littérature pour le choix de l'une des deux techniques sont depuis P en faveur de l'ECMO véno-artériel. En 2007, une première étude comparant 7 patients assistés par CEC conventionnel à 8 patients traités par ECMO véno-artériel fémoro-fémoral objectivait une durée de ventilation mécanique et un taux de transfusion de kg de globules rouges dans les 72 premières heures post-opératoires, supérieur dans le groupe ECMO. De même, la survie à 1 an des patients assistés par ECMO véno-artériel était inférieure à celle des patients ayant bénéficié d'une assistance par CEC conventionnelle. À l'inverse, une comparaison historique plus récente sur une cohorte de 92 patients, 46 patients dans le groupe CEC, 46 patients dans le groupe ECMO véno-artériel et réalisé par une équipe plus expérimentée mettait en évidence un taux de transfusion opératoire ainsi que des taux de mortalité hospitalier, puis à 3, 9 et 12 mois supérieurs dans le groupe CEC comparé au groupe ECMO. L'utilisation de la CEC d'après cette étude augmenterait d'un facteur de 4,9 le risque de décès hospitalier. Ces premières données en faveur de l'ECMO véno-artériel ont été confirmées par le programme de transplantation pulmonaire de Toronto en 2014. Dans cette nouvelle étude, 33 patients traités par ECMO véno-artériel per transplantation pulmonaire étaient comparés à 66 patients appareillés ayant bénéficié d'une CEC conventionnelle. Les patients bénéficiant d'une ECMO véno-artérielle ont eu des durées moyennes de ventilation mécanique, de séjour en réanimation et de séjour hospitalier inférieurs à ceux assistés par CEC conventionnel. Il n'y avait pas de différence de survie à 90 jours et à 12 mois entre les deux groupes. Voyons à présent la dysfonction primaire du greffon pulmonaire. La dysfonction primaire du greffon pulmonaire est la première cause de décès précoce après transplantation pulmonaire. L'ECMO est utilisé pour le traitement
des DPG, dysfonction primaire des greffons pulmonaires, grade 3, réfractaire à un traitement médical optimal. Il s'agit de l'unique technique permettant une oxygénation et une décarboxylation adéquate en s'abstenant des effets délétères d'une ventilation agressive et d'une hypoxémie persistante. Cependant, l'efficacité de l'ECMO reste controversée à moyen et long terme. La situation la plus favorable à l'utilisation de l'ECMO survient lorsque la DPG, dysfonction primaire du greffon pulmonaire, apparaît immédiatement après la transplantation et que l'ECMO est mise en route dès le bloc opératoire ou dans les 24 heures. Dans cette situation précoce, des taux de survie de 50 à 80% ont été rapportés. Il semble que la décision d'instaurer une ECMO doit se prendre au plus tard dans les 36 heures après reperfusion et en tout cas non au-delà du 7e jour post-greffe. Dans l'étude de Darbeck, la mortalité à 90 jours était de 33% chez les patients bénéficiant d'une ECMO le même jour que la transplantation et de 75% chez ceux pour lesquels l'ECMO était débuté après 24 heures. L'évolution des échanges gazeux et du profil hémodynamique, l'âge des patients, les types de transplantation mono ou bipulmonaire et l'absence de sévrage de l'ECMO après 4 à 7 jours semblent influer le pronostic vital. Le recours à l'ECMO en post-transplantation pulmonaire ne semble pas influer sur la qualité fonctionnelle du greffon à long terme. Une étude comparant